Salut à toutes et à tous, le roi du chrono s'appelle bel et bien Remco. Remco Evenepoel a été monstrueux aujourd'hui entre Évian et Thonon-les-Bains. Il a devancé Tadej Pogačar de 28 secondes sur la ligne d'arrivée et signe sa deuxième victoire d'étape d'affilée sur ce Tour de France, confortant au passage son statut de dauphin au général. Paul Sexas confirme lui encore toutes ses qualités. Il termine 4e devant Isaac Del Toro. La lutte pour le maillot blanc entre les deux hommes s'annonce passionnante. Et pour débriefer ce contre-la-montre individuel, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'Équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir à Thomas Perrotto. Salut Arnaud et salut tout le monde. Bonsoir Lucas Rinx. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Julien Chenet. Salut tout le monde. Et c'est parti pour le 19e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et pour débuter comme tous les soirs le tour de table et l'image que vous avez envie de retenir de cette 16e étape, Thomas, je vais te donner la parole en premier. La première, c'est Julien Chenet qui rentre dans cette pièce en disant « Je vous préviens, je suis complètement à poil ». J'avoue que j'ai eu un petit moment de flottement et finalement tout allait bien. J'ai enfilé un slip quand même. Et sinon, c'est une image assez émouvante des grands-parents de Paul Sexas qui étaient devant le car Décathlon CMA-CGM, qui attendaient vraiment que Paul Sexas revienne, qu'ils puissent le voir, lui faire un petit signe, un petit câlin. Ils ont attendu très longtemps parce que Sexas était au contrôle antidopage et voilà, très, très joli moment. Alors Julien à poil et Julien qui il y a encore 30 secondes n'avait pas d'image, mais est-ce qu'il en a trouvé une justement ? Bah oui, je vais prendre celle de Lipovic qui est tombé quand même. Dans ce virage, on a l'impression qu'il est arrivé beaucoup trop vite, il a perdu le contrôle avec sa roue avant, bon on va en reparler, mais bon, en 2 étapes, voire deux prétendants au podium, partir comme ça sur une chute, le voir ne pas se relever, c'était quand même assez terrible. Luc, ton image ? Comme Thomas, ça va être une image familiale avec Remco Evenepoel au podium. Il y avait sa belle famille et ses parents. Et il a tendu ce bouquet de fleurs à sa mère et il affichait une grande sérénité, pas une joie excessive, mais comme si c'était un petit peu la routine, une victoire sur un contre-la-montre et une deuxième victoire en seulement 2 étapes. Voilà, ces deux derniers jours, enfin, en excluant la journée de repos. Je le trouve très serein alors qu'il me semblait un peu à fleur de peau au début de ce Tour de France. Donc c'est de bon augure pour la suite de la semaine. Et sur les rives bleues du lac Clément, le roi des lacs, c'est un homme en arc-en-ciel qui a déboulé telle une fusée dans les rues de Thonon-les-Bains et qui a confirmé son statut de roi du chrono. 4e victoire sur les routes de la Grande Boucle, la 2e cette année après celle acquise à Solaizon dimanche. Il devance donc Tadej Pogačar de 28 secondes. Le 3e, Matthias Skelmose, est relégué à 1 minute 04. Paul Sexas, 4e, lui à 1 minute 16. On aura l'occasion d'y revenir, mais parlons d'abord d'Evenepoel parce que aujourd'hui, il y avait clairement lui et les autres, il a survolé l'exercice avec un immense sourire aussi, on l'a vu après l'arrivée, Thomas. Autant sa victoire à Solaizon était, je pense, surprenante. On a été agréablement surpris de le voir gagner là-haut. Autant le voir gagner dans cet exercice aujourd'hui entre Évian et Thonon, c'est évidemment très loin d'être une surprise. On l'attendait, on sait que c'est le rouleur le plus fort du monde. Donc il y a une forme quand même de logique, comme disait Luc, à voir Remco Evenepoel gagner aussi facilement aussi. Et c'est toujours très beau à voir. Oui, enfin, visuellement, de voir ce mec sur sa machine, c'est impressionnant. C'est ce que j'allais dire, Luc. C'est quand même un régal de voir Remco Evenepoel. Alors le contre-la-montre, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que c'est une discipline qui divise, mais quand on voit Remco Evenepoel rouler, là, ça divise pas pour le coup. Ouais, d'ailleurs, je trouve qu'on a vu peu d'images à la télé. J'étais un petit peu déçu. La réalisation s'est beaucoup focalisée sur Pogačar et Sexas, ce qui se comprend aussi, mais avec Evenepoel, je crois qu'on peut véritablement parler de légende de la discipline, du contre-la-montre. Peut-être que Julien pourra énumérer tout ce qu'il a remporté, tout son palmarès. Ça serait un peu long, il nous faudrait 45 minutes. Mais rien que prenons l'esthétique, enfin, c'est d'une beauté absolue, cette position où il arrive à faire qu'un avec sa machine. C'est tout l'enjeu de cet exercice-là, c'est l'uniformité avec le vélo, avec l'équipement, avec le casque. Et lui, il a atteint un niveau proche de la perfection. Il continue à s'améliorer en plus d'année en année. Encore aujourd'hui, on a vu des petites différences. On notait avec Julien qu'il avait des manchettes sur les avant-bras, alors que ces dernières années, on le voyait toujours à bras découverts, parce qu'on avait toujours dit que ses bras étaient naturellement, sa peau était naturellement plus aéro que du textile. Cette année, il a opté, depuis son passage chez Red Bull, pour un nouveau maillot qui va jusqu'au niveau des poignets. Donc on voit qu'il y a toujours l'amélioration, un nouveau vélo, etc. Et pourtant, on a l'impression que il y a 2 ans, j'aurais déjà pu dire qu'il était parfait dans l'exercice. Alors justement, imbattable ou presque sur le contre-la-montre depuis quelques années, il est champion olympique, il est triple champion du monde en titre de l'exercice. Tu parlais de légende, Tadej Pogačar a lui-même dit en conférence de presse qu'il était le meilleur de tous les temps dans cette discipline. Il a remporté 14 des 16 derniers chronos individuels qu'il a disputés depuis 2024, depuis juin 2024. C'est juste... j'ai même pas de mots, Julien, pour qualifier ce genre de performance. Il est imbattable et ce qui est frappant, c'est que ça tranche avec l'idée qu'on se fait d'un rouleur.
c'est-à-dire une carrière de déménageur, 80 kilos sur la balance. Lui, il doit en peser, je sais pas, peut-être 62, 65. Et encore, il en a perdu beaucoup. Et encore, il s'est Tour de France. affûté. Et il donne vraiment l'image d'être une balle en fait qui transpère l'air comme personne. Il a une surface de mètre couple, un coefficient de pénétration dans l'air qui est hors norme. Malgré son gabarit, voilà, il a des capacités aussi, une force dans le dos qui lui permet de tenir cette position-là sans que ça paraisse faire un effort total. Et on dirait que comme un skieur aussi, il fait. C'est marrant parce que quand on le voit comme ça, il fait tout frêle et puis sur un vélo, il fait comme un bloc, un peu comme Didier Cuche en skieur. Oui, c'est une boule. Non, oui, non, C'est mais une c'est vrai, boule, c'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est une boule. Et ce qui est impressionnant d'ailleurs, Julien, c'est quand on le voit notamment. Bon, on sait que c'est le cas pour beaucoup de rouleurs, mais il est tellement en position comme ça justement de boule qu'il regarde même pas devant lui. Ce qui aurait pu d'ailleurs être dangereux parce qu'à un moment il y avait du public au bord de la route. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il a amélioré l'année dernière. On l'avait vu sur le chrono de Caen, où dans des longs bouts droits, il regardait vraiment sous lui. En fait, il a ce casque qui touche aux avant-bras, parfois qui touche aux avant-bras, mais je pense que la plupart du temps, ça frôle. Et en fait, sur certaines lignes droites, il ne peut pas regarder devant lui. Je pense qu'il est commandé par le directeur sportif dans les oreillettes. Et puis, il relève la tête, je sais pas, au bout de 10 secondes, comme un nageur prendrait sa respiration. Et c'est pareil, c'est un niveau d'aboutissement. J'ai sollicité un athlète d'une autre discipline pour le journal de demain en bobsleigh, c'est Romain Heinrich. Lui, il parle en aéro de ce modèle ultime qui est celui de la goutte d'eau. Et il disait que Remco Evenepoel se rapproche vraiment de cette goutte d'eau-là, avec ses lombaires arrondis qui suivent l'arrondi de la roue, et puis ce dos à plat avec le casque qui permet de prolonger ce dos à plat. C'est juste parfait. Sur un effort d'un peu plus d'une demi-heure, c'est quand même particulièrement inconfortable aussi, Thomas, j'imagine, comme Oui, position. oui, il faut avoir un corps évidemment gainé. Je prolonge ce que dit Luc. J'avais pu discuter en janvier avec un biomécanicien, un bike fitter, on dit comme ça, Julien, si je dis pas de bêtises, ceux qui choisissent, enfin qui façonnent la position des coureurs. Donc c'est Jérémy Deguay qui est biomécanicien notamment de Kevin Vauquelin et de Bruno Armirail, et avec Luc on lui avait envoyé des photos de Remco Evenepoel pour qu'il analyse cette position, et lui il parlait vraiment d'alignement parfait, un corps qui était vraiment façonné pour cet exercice. Il disait qu'il avait un CX très faible. Alors juste pour rentrer dans les détails, je vais pas faire le scientifique, je vais lire carrément ce que Jérémy m'avait dit, mais le CX, donc c'est le coefficient de traînée aérodynamique. Donc en fait c'est l'unité qui mesure la résistance qu'oppose donc notre corps humain lorsqu'il se déplace. Donc lui, ça lui permet en fait vraiment de fendre l'air. En fait, on peut imaginer ça comme ça, comme tu parlais un peu de boule de feu. Il parlait que son positionnement était largement supérieur au matériel, que la bascule de son bassin était très importante. Ça lui permettait d'avoir le dos plat et la tête basse qui crée vraiment un alignement parfait. Et j'ai beaucoup aimé la comparaison de Julien avec DJ Kush, parce que c'est précisément ce que j'allais dire. Parce qu'il est suisse. Non, sans te mentir, j'allais parler de DJ Kush aussi et de Ketil André Omot à l'époque, de Beat Feuz sur un skieur plus récent qu'on surnommait la boule de feu, justement, en descente, avec une position des avant-bras très haut, proche de la tête, où on sentait que c'était des corps qui fendaient l'air et à qui rien ne résistait, quoi. Qui ont des carrures un petit peu plus importantes que celles de Remco Evenepoel, Julien. Non, je sais pas s'il fait du ski, Evenepoel, mais il pourrait peut-être candidater pour la Belgique. Hein. Il a déjà fait du foot auparavant, il était déjà très fort. Il est plus à sa près, non, c'est clair. Luc, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Je voulais revenir sur ta question. C'est quand même un effort d'une demi-heure, et évidemment, ça demande d'avoir quand même un certain confort dans cette position-là. Et lui, il avait déjà fait le compromis idéal, il l'a trouvé déjà autour de 2020, quand il allait faire des tests en soufflerie aux États-Unis avec Specialized, qui est toujours la même marque d'ailleurs qu'il équipe chez Red Bull. Et en fait, ils ont réussi à trouver ce compromis où sa cage thoracique n'est pas trop comprimée pour continuer à oxygéner les muscles, notamment des cuisses. Et en même temps, à avoir cette position qui est très efficace, qui réduit parfaitement le CX, comme l'expliquait Thomas. Parce que justement, naturellement, il a ses bras très courts, ses jambes aussi assez courtes, qui lui permettent d'avoir cette position repliée sans que ce soit un inconfort qui puisse déconstruire sa position, parce que ça, c'est le plus grand danger. On l'avait vu par exemple sur le chrono de Vingegaard l'an dernier, où il prend un gros éclat à Caen.
on sentait qu'il était pas confortable dans sa position, et alors à partir de là, ça commence à bouger les épaules, etc. Et là, c'est un désastre. Remco, on l'a jamais vu sur un chrono se désunir. Voilà. Juste pour filer un petit peu la métaphore du sport presque mécanique, parce que de développement, comme on le fait en Formule 1, on développe à tout va des voitures pour qu'elles soient de plus en plus rapides. Remco Evenepoel aussi, Julien, il faut rappeler, c'est quelque chose qu'il prend très au sérieux, c'est-à-dire que c'est de la science en fait, c'est de la science du chrono qu'il est en train de faire, et c'est presque un ingénieur sur sa machine et avec sa machine. Oui, évidemment. Après, chez Red Bull, je pense que oui, ils ont des moyens très importants pour développer ça, peut-être un peu plus encore que Soudal, même si c'est le même équipementier, Specialized. Il a dû faire de nombreux tests en soufflerie en Californie. Après, au-delà de ça, il a vraiment des dispositions naturelles incroyables. En junior, il commence tout juste le vélo. Il est déjà champion du monde de la discipline en 2018. L'année suivante, première année espoir, il est champion d'Europe. Il fait deuxième des mondiaux où il met 1 minute, je crois, à Filippo Ganna. Voilà, au-delà de tout ce qu'il a pu mettre en place, on a juste un phénomène génétique aussi. L'un des atouts majeurs depuis son arrivée cet hiver chez Red Bull, c'est Dan Bigham, qui est donc un ingénieur expert de l'aérodynamique, qui a longtemps travaillé chez Ineos, qui a lui-même battu le record de l'heure et qui a aidé ensuite Pippo Ganna à battre ce record-là. Et il est arrivé en même temps que Evenepoel chez Red Bull, parce que je pense que pour lui aussi, ça représentait un challenge excitant de pouvoir bosser avec la légende du contre-la-montre, et lui-même étant une référence dans ce domaine-là. Et ils ont continué à faire beaucoup de recherches cet hiver, et Bigham, que j'ai vu juste avant le Tour, disait que Evenepoel était lui-même très investi là-dedans et qu'il était impressionné de voir l'investissement de ce coureur-là. Et c'est très important parce que ça demande beaucoup de travail. Je sais pas si on se rend compte, mais je pense que c'est au moins 2 à 3 sorties par semaine sur le vélo de contre-la-montre pour garder cette position et que ça soit naturel. Et aujourd'hui, ça lui permet donc de survoler ce chrono juste pour qu'on se rende bien compte. Certains spécialistes de l'exercice comme Tarling ou Ganna ont été relégués à plus de 2 minutes. Aujourd'hui, sur 26 km, ça fait plus de 2 secondes au kilomètre. Thomas, à la seule différence près que ce sont deux coureurs qui ne jouent pas pour le classement général. Mais enfin bon. Oui, non, mais t'as raison, mais je pense que aussi en troisième semaine. Il y a moins l'adrénaline. Voilà, on a des coureurs, on en parlait tout à l'heure quand on était assis devant la télé. Il y a des coureurs qui se surpassent sur cet exercice-là quand ils doivent jouer à un classement général, alors que un mec comme Ganna, évidemment, il l'a fait à fond, mais sachant qu'il ne joue pas le top 10 du général, il y a forcément des petites secondes en moins qui doivent se perdre. Le parcours était très spécifique aujourd'hui, ça a monté avec... Il y avait 3 parcours. Oui, c'est vrai. Il y avait 3 parties très distinctes. La première, 10 km à 4,5%, quelque chose comme ça, une descente hyper rapide, où là, la reconnaissance elle a dû être cruciale pour savoir quand est-ce qu'on freine, quand est-ce qu'on peut garder les mains sur les prolongateurs ou simplement les mettre au niveau des freins, qui est une position un peu moins aéro. Et je pense pas que des coureurs comme Tarling ou Ganna, qui savaient que le parcours ne leur correspondait pas totalement, soient venus beaucoup reconnaître ce parcours, à la différence d'Evenepoel. Un dernier mot là-dessus, Luc. Moi, je pensais que ce parcours allait avantager Pogačar. Sur le papier, 9 km à 4%, ça paraît pas grand-chose, mais quand on l'a fait aujourd'hui et qu'on voyait beaucoup de coureurs justement qui étaient incapables de tenir sur les prolongateurs, je me suis dit que cet effort-là allait correspondre à Pogačar, et surtout la descente qui est très très technique. Et on sait que Pogačar est un grand descendeur, mais en fait, évidemment, aujourd'hui, il a pas pris trop de risques. On lui a beaucoup rappelé chez UAE de rester prudent, donc ça explique aussi qu'Evenepoel l'ait dominé aujourd'hui. Et moi, je pensais qu'il allait perdre plus de temps que ça, Pogačar. Lors de la deuxième partie, il perd, je crois, 14 secondes au sommet de la bosse. Et je m'étais dit, tiens, il avait laissé passer la portion qui le désavantageait moins par rapport à Evenepoel, selon moi. Et finalement, le retard n'a fait que doubler lors des 16 derniers kilomètres, donc il a plutôt limité la casse. Mais elle était vraiment technique, cette descente. Oui. Je tiens à le rappeler, elle fait, même en voiture, quand on est à leur vitesse, ça fait peur, quoi. Technique et très rapide. Et d'ailleurs, très rapide, on ouais, à on attend 104 105. km sur France Télé. Et Bruno Ramirail, qui a terminé deuxième français aujourd'hui sur ce chrono, l'a dit d'ailleurs, il s'était un petit peu peur dans certains virages de cette descente. Je voudrais qu'on avance, on reste sur Evenepoel évidemment, mais puisque vous avez commencé à évoquer Tadej Pogačar, alors Evenepoel, il affirme toujours jouer la deuxième place, il revient à 4 minutes 32 au général de Pogačar. La question, c'est jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Là, on a 2 victoires d'étape d'affilée, il revient à 4,32, alors c'est à la fois énorme et pas si énorme que ça. Est-ce qu'il faut le croire finalement quand on lui dit que la deuxième place, c'est son unique objectif? On ne croirait pas Jonas Vingegaard, par exemple? Non, mais je pense que les données de Jonas Vingegaard en haute montagne sont largement supérieures à celles de Remco Evenepoel, et une deuxième place au général
et surtout de victoires d'étape, c'est le plus important pour lui. L'écart qui soit de 3,30, 4,30, 5,30, 6,30 avec Pogacar, pour moi il est accessoire. Pogacar a gagné le Tour de France, sauf chute, blessure ou quelque chose comme ça, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui Remco Evenepoel reprend 28 secondes à Pogacar qu'on peut commencer à dire que Remco Evenepoel va aller chatouiller Pogacar, très loin de là. Je dis pas ça, je me permets juste de poser la question. Voilà. Et je me permets d'y répondre, Arnaud. Mais tu réponds parfaitement, Tadej. Thomas. Voilà, Notre maillot jaune à nous. Un petit peu notre maillot jaune. Non, mais justement, c'est quand même pas un hasard. Si on a vu que Tadej Pogacar était allé à fond jusqu'au bout, il sait peut-être que voilà, il faut pas non plus perdre trop de Il a temps, été, pardon, je le rappelle, il a été très prudent dans la descente. Il s'est fait peur d'ailleurs dans le même virage, dans le virage où Lipovic est tombé. Il le disait après à Evenepoel, il a dit punaise, moi aussi j'ai failli partir à la faute et j'ai cru que c'était ta voiture, enfin j'ai cru que c'était toi puisque j'ai vu la voiture Red Bull. Et donc voilà, il a vraiment pris aucun risque dans la descente et je pense qu'il est conscient de la différence de niveau qu'il y a en haute montagne. Tu évoquais Vingegaard, mais les dynamiques sont tellement inverses entre Vingegaard et Evenepoel. Evenepoel revient quand même de loin aussi cette saison. Il s'est pas entraîné depuis Liège. On n'avait aucune idée de son niveau en haute montagne, qui a toujours été un doute sur ces 2-3 dernières années quand il a craqué au Tour en Malais. Il s'est pas entraîné depuis Liège, tu veux dire, il a pas couru depuis. Oui, pardon, il a pas fait, oui, voilà, il a pas couru. Il n'a pas épinglé de dossard. Exactement, voilà. Il s'est beaucoup entraîné en revanche, parce Voilà. qu'il a vraiment fondu. Et pour continuer ce que tu disais, Dempster, son directeur sportif, disait dimanche que au sujet de la répartition du leadership dans l'équipe, qu'il n'était pas question de Lipovic a disparu malheureusement, mais que Evenepoel avait passé, enfin la meilleure partie du tour pour Evenepoel était passée, que là on arrivait sur un terrain qui était plus propice à Lipovic. Bon, donc on a le sentiment qu'il monte en puissance, mais de Il là. doit regarder derrière lui plutôt que voilà, le terrain va lui être moins favorable désormais. Il doit regarder derrière. Pas Orsière. Il doit regarder derrière lui. Oui, Orsière qui sera peut-être la plus facile entre guillemets des 3 étapes de montagne. Je mets des gros guillemets parce que on a quand même pas envie de la monter. Plus de 2 minutes d'avance quand même sur Isaac Del Toro désormais au classement général. Plus de 2 minutes 30 je crois sur Paul Sexas. Ça commence quand même à chiffrer Thomas là pour Remco Evenepoel. Oui, il a pris une belle option. Après, attention, comme vient de le dire Luc, je pense que Remco Evenepoel, sur un jour 100, peut concéder un très lourd débours, parce que on l'a déjà vu 1 ou 2 fois par le passé, quand il lâche dans la tête, ça fait très mal. J'ai pas l'impression que ce soit le cas de coureurs comme Isaac Del Toro ou Paul Sexas, j'allais dire Lipovic, mais Lipovic n'est plus là, même peut-être Mathias Kelmose. Donc attention surtout à la double étape de l'Alpe d'Huez le vendredi et le samedi, où si t'es pas bien dès le matin, notamment le samedi, il y a un enchaînement terrible avec la Croix de Fer notamment. C'est pas ce qu'on souhaite à Evenepoel, mais je trouve que voilà, dans ces prétendants au podium, s'il y en a un qui doit connaître un mauvais jour et prendre très cher, ce serait plutôt lui. Je suis d'accord avec toi, là, pour lui, le vrai danger, c'est la 20e étape, parce que ça sera au lendemain d'une étape déjà très difficile. Et sa capacité à enchaîner plusieurs jours consécutifs à cette intensité-là, à ces hauteurs-là, c'est je pense le grand danger pour Evenepoel, parce on l'a vu craquer sur plusieurs grands tours et craquer dans les très grandes largeurs. Mais on l'a vu craquer souvent en première ou deuxième semaine, quand il n'y avait pas cet enjeu-là. Mais quand il est habité, et d'ailleurs là je le sens vraiment habité, il l'a dit tout à l'heure, ça faisait très longtemps que j'avais pas atteint ce niveau-là et j'ai envie vraiment que ça se concrétise sur cette semaine-là. Quand il est habité, c'est une teigne, quoi. Franchement, mentalement, il lâche pas. On l'a vu même. Et on l'a vu au Luron. Pourtant, on l'a vu lâcher parfois 20 minutes, une demi-heure. Oui, mais sur des étapes, je pense que tu fais référence par exemple au Tour Malais sur la Vuelta 2023. On est en 2e semaine, si je me rappelle bien. Il pète complètement. Il sait que cette année-là, les 3 Visma sont probablement au-dessus du lot. Il lâche l'affaire. Moi, je trouve qu'il y a quand même. Mais quand il y a un enjeu comme là cette semaine, je trouve qu'il y a un truc différent cette année avec Remco Evenepoel quand même. Et je repense à cette étape du Luron où il est lâché dans le col, je sais plus quoi, de front de serre, à quelques kilomètres de l'arrivée. Il est manifestement lâché, il perd du temps et au final, il vient sprinter pour la 2e place sur la ligne d'arrivée. Mais même au Rwanda, enfin, on prend parfois cet exemple-là aussi pour critiquer la mentalité d'Evenepoel parce qu'il s'était agacé avec ce problème de selle au moment de changer de vélo. Je sais plus s'il change d'abord de vélo. Enfin bref. On le voit s'agacer et on se dit ça y est, il est sorti de sa course et il va tout faire de travers et finalement il s'accroche et il revient et il prend la médaille d'argent. T'as raison Luc, c'est la même chose d'ailleurs je pense au championnat d'Europe et à Liège-Bastogne-Liège où le dernier Liège-Bastogne-Liège
À un moment, il est dans un premier groupe, il est lâché très tôt dans la Redoute, pas dans la Rochefaucon, la Redoute. Et finalement, c'est lui qui vient faire la place de troisième. Donc, j'avais pas vu les choses sous cet aspect-là. Donc, merci de m'avoir éveillé. Et bien voilà, plaisir. vous êtes tous d'accord. Dans tout ça, quid de la performance de Paul Sexas? Elle a été, disons-le, pour son premier chrono individuel sur le Tour de France, elle a été de haute volée. Paul Sexas termine 4e de ce chrono, devant le porteur du maillot blanc, Isaac Del Toro, devant des spécialistes comme Cataneo, Tarling ou encore Ganna. Ce qu'on peut dire, Thomas, c'est quand même, et tu l'avais notamment écrit avant dans les colonnes de l'équipe, on n'est pas vraiment surpris par la performance de Sexas, mais on peut quand même en être satisfait. Oui, c'est exactement ça. Il l'a dit lui-même. Il est à sa place aujourd'hui. Il a passé une bonne journée et il est à sa place. Il a repris 5 secondes, notamment à Isaac Del Toro. C'est un exercice qu'il affectionne énormément, le chrono. Il a peut-être pas la science de Remco Evenepoel, mais je pense qu'on se dirige vers là aussi. Faut rappeler qu'il a que 19 ans, mais il met beaucoup de choses en place autour du chrono pour performer. Donc il y avait une interrogation aujourd'hui quand même, début de 3e semaine. Tu reprends par un chrono, c'est un chrono sur le Tour de France. Il y a des attentes placées en lui. Il a répondu présent. Voilà, il est 4e de l'étape. À sa grosse performance de Skelmose quand même, je pense. Ouais, Je m'attendais pas à ce niveau-là. Quand j'ai vu les premiers écarts, je me suis dit Paul Sexas potentiellement peut faire 3e derrière les deux monstres. Skelmose a pris la 3e place. Donc non, c'est une bonne journée pour Paul Sexas qui en fait, comme chaque jour, on se dit il est dans le match, il est vraiment dans le coup. Il y a 6 ans d'écart entre Evenepoel et Sexas, 6 ans de plus de travail qu'on a décrit là, mais aussi de génétique d'un corps pour Evenepoel qui est naturellement aérodynamique. Sexas, on est plus sur un gabarit à la Pogačar. C'est de la puissance pure, en fait. Alors, effectivement, il y a aussi un énorme travail sur le matériel, sur sa position. Il a l'air assez souple. Mais seulement 1 minute 16 d'écart aujourd'hui, c'est assez énorme. Ça montre qu'il a une polyvalence de dingue quand même, Paul Sexas, on n'en doutait pas, mais encore une fois, là on a la confirmation. Alors même s'il avait gagné le chrono sur le Tour du Pays Basque, il me semble, au mois d'avril, mais on savait qu'il était fort sur chrono. Mais là, on a la confirmation dans un exercice dans la plus grande course du monde. On peut pas être surpris depuis son titre mondial en junior il y a 2 ans. C'est tout plat. Il devait pas faire ce chrono, mais il s'est battu auprès du sélectionneur. L'équipe de France Julien Tollet pour avoir sa place, il a eu sa place et non seulement il a participé, il a gagné alors que il était considéré comme un pur grimpeur. Et dès lors, sur chaque chrono, on s'attend à une énorme performance. Là, il est à sa place, comme il l'a dit. Il y a peut-être 2 coureurs qui ont su performer aujourd'hui, donc Skelmose, qui lui-même s'attendait pas à être aussi haut, et je pense Del Toro aussi. Je pensais que ça serait en capacité de lui reprendre le maillot blanc. C'est vrai que c'est ce qu'on avait dit là. Il lui prend 5 secondes. 5 secondes, ouais. Et donc il reste au général à 20 secondes. 20 secondes du podium, ouais. Donc ça c'est pas Mais très Del grave. Toro, hein, je pense, c'est un peu à l'image aussi du Rwanda. Là, il est habité aussi par quelque chose. Il sait qu'il a un maillot blanc à aller chercher. Il a une place sur le podium à défendre. Donc, comme tu dis, le mot surperformer, en fait, c'est ça. Il allait au-delà de ce qu'il sait faire normalement parce qu'il est lancé à la quête de quelque chose. Alors justement, chez Decathlon, on veut surtout pas s'enflammer. En tout cas, j'ai entendu tout à l'heure Julien Jordi expliquer que on va pas parler de podium, on va pas parler de maillot blanc. On va voir comment se déroule cette 3e semaine et ça sera déjà très bien, tout en admettant que la performance était quand même belle, Thomas. Oui, ils ont le droit de dire ça devant les micros, mais je pense que c'est pas vraiment le cas dans la réalité. On sent bien qu'il y a une énorme ambition chez Paul Sexas et dans son équipe. Alors évidemment que ils ont beau jeu de venir devant les micros et dire non, on s'enflamme pas, on prend jour après jour. Évidemment. C'est Remco Evenepoel finalement. Ouais, c'est ça. Il joue la 2e place. Mais je pense que la 3e place, ils la veulent. Paul Sexas veut le maillot blanc. Après, il y a des petites interrogations encore. On est au début de la 3e semaine. Il a dit, je me sens très bien physiquement, je suis solide. Par contre, mentalement, il faut aller chercher loin. Julien. Sexas est 4e, il a 2 minutes 11 d'avance sur le 5e, maintenant que Lipovic a abandonné et que Vingegaard n'est plus là. Donc on est dans une configuration où, dans le pire des cas, on imagine qu'il finira 4e. On a parlé de coureurs qui ont surperformé, mais il y en a qui ont sous-performé. Ayuso, 15e, et qui prend plus d'1 minute sur Sexas, alors que je me rappelle de ce contre-la-montre au Tour d'Algarve, où Ayuso paraissait juste inatteignable pour Sexas. Et évidemment, Lipovic qui est out. Donc maintenant, ils sont 3 pour 2 places, 2 et 3. Il y a quand même quelque chose qui ne ment pas, c'est que le chrono, on dit souvent que c'est de la performance pure. On est en 3e semaine, on attendait de voir comment Paul Sexas allait réagir en 3e semaine, Thomas. Le lendemain de jour de repos. Le lendemain de jour de repos. Bon, ben voilà, là, clairement, on a quand même une petite indication sur les choses à suivre. On voit mal, on n'en sait rien, en fait. On va pas faire de la fiction, mais on voit mal comment il pourrait craquer en 3e semaine. En tout cas, jusque-là, toutes les étapes, il les franchit, non pas facilement, mais avec maîtrise, avec sérénité.
C'est encore long quand même, les 3 étapes, notamment encore une fois la double étape de l'Alpe d'Huez, mais clairement il est dans le match et aujourd'hui effectivement c'est un bon indicateur parce que si jamais il était vraiment déjà sur la pente descendante après 2 semaines de course, il aurait probablement pas pu livrer la même performance en termes de puissance, notamment la 3e partie là qui était du plat et une partie un peu technique pour rentrer dans Thonon, mais on l'a vu vraiment en remettre à chaque fois, il était bien. Bon, juste un mot pour terminer, ça va être génial quand même cette lutte pour le maillot blanc, pour la 3e place. C'est la même lutte, si je peux me permettre. Oui, c'est exactement la même lutte, c'est ouais. vrai, mais bon, voilà. En tout cas, oui, ça sera la même lutte à tous les coups. Alors après, il peut se passer n'importe quoi, mais non, mais surtout pour moi le match aujourd'hui, enfin si on regarde en termes de classement, c'est Del Toro et Sexas avant tout, quoi. Donc, mais pour répondre à tes questions, c'est le duel de l'avenir en plus. C'est complètement excitant, quoi. Je pense qu'on va en bouffer pendant des années entre ces 2 mecs-là. Tant mieux. Luc. Ouais, on en parle depuis le début parce qu'on savait que Pogačar allait sûrement être inatteignable et pour l'instant ça tient toutes ses promesses, même si c'est un peu une course à élimination. On en a perdu un encore aujourd'hui. Mais par contre, Sexas et Del Toro qui sont dans le match, c'est hyper excitant. Julien, un dernier mot sur la lutte pour cette 3e place. Il va lui falloir prendre Del Toro par les cornes, mais voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Mais c'est magnifique. Merci Julien, merci Luc, merci Tadej. Thomas, je vous laisse filer. Moi, je vous parle tout de suite de la 17e étape du Tour de France. Mercredi 22 juillet, une étape entre Chambéry et Voiron, 174 km encore bien cabossés, au cours desquels le peloton traversera les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère. Pas de grand col au programme, mais tout de même 4 difficultés répertoriées, toutes placées dans le premier tiers de l'étape. 2 quatrièmes catégories pour commencer, la côte de Bassa, puis la côte de Rossillon, avant de monter à 1142 mètres d'altitude sur le toit de cette 16e étape au col des Prés, classé en 3e catégorie avec ses 3 km 500 à 6,8% de pente moyenne. Une dernière difficulté attendra les coureurs à la côte de Saint-Jean-d'Arvé, dont le sommet sera franchi après 60 km. Pour autant, la suite du parcours sera loin d'être plate, avec encore beaucoup de petites difficultés non répertoriées à franchir jusqu'à l'arrivée à Voiron, près de Grenoble. Élément important dans cette journée, le sprint intermédiaire sera lui disputé au kilomètre 147 à Colombes. On peut donc imaginer les prétendants au maillot vert s'immiscer dans l'échappée du jour, Mads Pedersen en tête. Une échappée qui aura par ailleurs une chance certaine d'aller au bout, dans une étape a priori pas forcément utile à contrôler pour les cadors du classement général. Alors les sprinteurs auront-ils assez de force pour s'immiscer à l'avant de la course? Un Français pourra-t-il enfin lever les bras sur cette 113e édition du Tour de France? Réponse vers 17h30 et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'Équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago, disponible sur l'appli L'Équipe et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous pour votre fidélité. Vous avez déjà été près de 2 millions à nous écouter depuis le début de ce Tour de France. Alors je vous dis encore merci et à demain.